Bonjour, je vais donc vous parler, chose difficile, de détection des apnées du sommeil en 7 minutes et je vais me focaliser donc sur 4 points clés qui devraient vous être utiles dans votre activité quotidienne de cardiologue. Aucun conflit d'intérêt pour moi et nous allons donc commencer par le premier point clé qui est le dépistage. Alors, chez quel patient sommes-nous en droit, nous cardiologues, de dépister un syndrome d'apnée du sommeil? Eh bien, finalement, quand on regarde les recommandations ESC, on s'aperçoit que les recommandations sont assez larges et que la quasi-totalité des patients qui passent le pas de notre porte est habilité à être dépisté pour les apnées. Alors, comment va-t-on faire pour dépister ces patients? D'une part, la clinique, évidemment. Alors, le score d'Epworth, vous le connaissez tous, c'est une échelle de somnolence diurne pour l'apnéique. Le problème, c'est que 50% des apnéiques sévères ne sont pas somnolents et les patients vus par le cardiologue ne le sont pas forcément. Du coup, le test a une faible sensibilité, de 50-60%, mais il est médico-légal. Vous devez le faire et on va en reparler avec la conduite automobile. Vous passez aux symptômes. Que ce soit le questionnaire de Berlin, le questionnaire de Stop-Bang, finalement, sensibilité et spécificité sont tout à fait correctes. Elles sont voisines de 80%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une consultation cardiologique menée de nos jours ne devrait pas omettre la question « Dormez-vous bien? Vous réveillez-vous? Reposez ». Deuxième étape, comment allez-vous dépister? Les recommandations, c'est la polygraphie ventilatoire en première intention. Elle doit être accompagnée d'un questionnaire d'appréciation subjective de la qualité de sommeil et d'un tracé d'au moins 6 heures. Avec cette polygraphie, peut-on se fier à l'interprétation automatique de la machine? Alors, massivement, on est obligé de dire non, mais finalement, on s'aperçoit que les tests marchent plutôt bien. Toutefois, ça ne peut pas être recommandé, d'abord parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs, donc vous risquez de sous-estimer fortement en lisant de façon automatique, et les logiciels n'ont pas été évalués dans ce contexte. Il faut absolument que vous arriviez à vérifier le nombre d'heures d'enregistrement, que vous supprimiez les phases d'éveil, les phases de signal non interprétable, toute chose qui risque de sous-estimer votre IAH. Vous devrez chiffrer l'importance des désaturations et redresser les faux diagnostics de sas central qui, parfois, avec les tracés, peuvent être surestimés et reclassés en apnée obstructive. Deuxième étape, deuxième point clé, une fois qu'on a fait le diagnostic, comment faire adhérer le patient à la PPC? Alors, l'importance de la prise en charge initiale est majeure. Le principal indicateur de l'observance à 1 an, c'est l'adhésion initiale de votre patient. Ça sera d'autant plus important que l'efficacité sur l'amélioration des symptômes aura été importante. Donc, le patient asymptomatique est un petit peu difficile à convaincre de l'utilité de son appareillage et ça sera d'autant plus efficace que votre patient aura un sas sévère, bien sûr, au départ. Il est donc primordial d'avoir une consultation initiale d'explication par le cardiologue qui soit bien faite et qui réponde à toutes les questions du patient. Et d'autre part, l'intervention du prestataire ou de vous-même, si vous installez vous-même vos machines, doit être faite de façon impeccable et il faut donc être main dans la main avec votre prestataire. Pour les patients somnolents, vous êtes tenu de vérifier une fois que l'appareillage a été mis en place, l'efficacité de la machine. Deuxième étape, ça va être la consultation qui se situe pour nous en général au 4e mois. La première consultation de contrôle qui est celle où on va faire le renouvellement pour la sécurité sociale. Il faudra que vous vérifiez l'efficacité pour votre patient. Il faudra vérifier qu'il porte suffisamment sa PPC plus de 4 heures par jour sur 70% des jours. Et il faudra traquer les effets indésirables comme la bouche sèche, la rhinorrhée, la respiration buccale, les fuites, les flatulences, tout ça, c'est assez facilement corrigible. Et si vous ne le faites pas, votre patient risque d'abandonner sa PPC précocement. Troisième point clé, quid du permis de conduire? Eh bien, le texte est sorti sur un décret de décembre 2015. Chez les patients qui sont somnolents, vous êtes tenu, dans le premier mois, de vérifier l'efficacité de votre traitement avant d'autoriser la reprise de la conduite. Et ça, c'est valable pour les véhicules légers. Dès que vous vous adressez à des professionnels de la route, les véhicules lourds, non seulement il faut vérifier l'efficacité clinique, mais vous serez tenu d'envoyer ces patients à un test de maintien de l'éveil.
Quid de ce test de maintien de l'éveil? C'est explore l'aptitude à rester éveillé chez un patient qui est appareillé par sa PPC. Ça se déroule en 4 phases de 40 minutes et la conduite est autorisée si vous arrivez à maintenir plus de 26 minutes d'éveil dans des conditions de repos. Quatrième et dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est la notion d'adressage à un de nos confrères d'une autre spécialité. Qui doit-on adresser au pneumologue? D'une part, dès que vous suspectez une BPCO, ce qu'on appelle les overlap syndromes, les EFR sont nécessaires car le mode de ventilation et le mode de titration sera très particulier chez ces patients. Ça va être difficile à faire pour le cardiologue. Il faudra aussi traquer l'hypoxie parce qu'une oxygénothérapie additive peut être indiquée. Et puis, chez les patients obèses, il faudra absolument traquer l'hypercapnie, l'hypoventilation alvéolaire parce que vous aurez à ce moment-là un mode de ventilation qui sera tout à fait différent. L'ORL. Alors, normalement, tout syndrome d'apnée du sommeil doit avoir un examen, même succinct par nous, des voies aériennes supérieures. En tout cas, l'ORL devra être sollicité en cas d'obstruction nasale, en cas de suspicion de problème amygdalien, en cas de problème oropharyngé quel qu'il soit, et en cas d'avancée mandibulaire, d'orthèse d'avancée mandibulaire si elle est envisagée. Enfin, le centre du sommeil va être nécessaire pour un certain nombre de patients. Bien sûr, si vous avez des troubles un peu complexes du sommeil, en particulier les insomnies d'endormissement. Et puis, chez nos patients pour lesquels les symptômes sont assez typiques, mais la polygraphie est négative parce qu'elle sous-estime l'IAH, à ce moment-là, la polysomnographie sera beaucoup plus précise. Et puis, dès que vous aurez des tests à faire, en général, ce sont les centres du sommeil qui les font, les tests de maintien de l'éveil dont je vous parlais tout à l'heure, les tests itératifs de latence à l'endormissement aussi. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, Philippe Bordier, cardiologue à Bordeaux, également responsable du cercle Cœur et Sommeil au sein de la Société française de cardiologie et organisateur de cet atelier. Nous voyons aujourd'hui quelques rappels concernant la réglementation de prescription des traitements anti-apnée nocturnes. Pas de conflit d'intérêt me concernant et pour cette présentation. Donc, les recommandations du moment, qui sont aussi les indications qui feront l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, vont concerner les syndromes apnéiques dits modérés à sévères. Autrement dit, il vous faut un index d'apnée-hypopnée supérieur ou égal à 15 événements par heure sur votre enregistrement nocturne pour qu'il y ait une prise en charge associée. Et on vous demande d'avoir au moins 3 symptômes à cet IH supérieur ou égal à 15. Parmi les 3 symptômes, on nous cite 6 symptômes que sont somnolence diurne, céphalée matinale, fatigue diurne, les ronflements, les suffocations nocturnes et la nicturie. On nous demande de faire des rappels hygiéno-diététiques aux patients, pas de gros repas le soir, pas d'alcool, ne fumez pas, pas de psychotropes. Et ensuite, il est recommandé donc de prescrire une PPC en première intention dans cette première situation qu'est un index d'apnée-hypopnée supérieur ou égal à 30 événements par heure, que vous soyez en polygraphie ou polysomnographie. La deuxième situation, c'est un IAH modéré, 15 à 30 événements par heure, mais votre patient a également une comorbidité cardiovasculaire ou respiratoire grave associée. Alors là, c'est pareil, comme pour les symptômes, on nous cite ces comorbidités, HTA résistante, fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque, maladie coronaire, antécédent d'AVC ou BPCO sévère ou asthme mal contrôlé. Troisième situation pour une PPC prescrite en première intention, un IH modéré, mais vous avez une somnolence diurne sévère et vous travaillez en polysomnographie. Donc, dans ce cas de figure aussi, il est recommandé de prescrire une PPC de première intention. L'orthèse d'avancée mandibulaire sera prescrite de première intention si vous avez un IAH modéré, mais que vous n'avez pas de comorbidité cardiovasculaire ou respiratoire, ni somnolence diurne sévère. Et l'orthèse sera prescrite en seconde intention à chaque fois que la PPC aura été refusée par le patient ou qu'il y aura eu une intolérance du masque, par exemple.
Alors, pour la prescription de ces deux thérapies, PPC et orthèse, vous devez utiliser une DAP dorénavant, une demande d'accord préalable, nouveau document en vigueur. Vous pouvez le télécharger avec le code 634 CNAM, c'est un PDF interactif. Donc, au début, on remplit l'identité du patient. Une question, est-ce qu'il s'agit d'une affection de longue durée? Le syndrome apnique, en général, n'est pas une affection de longue durée. Par contre, si votre syndrome apnique est une partie d'une entité plus vaste, qui, elle, est une ALD, bien sûr, on va cocher ALD dans ce cas-là. La DAP est associée à une notice très détaillée, très didactique, et notamment à propos des restrictions concernant les prescripteurs. Ces restrictions sont les mêmes pour la PPC et pour l'orthèse d'avancée mandibulaire. Je ne détaille pas, puisque vous avez accès à ce document très facilement. Cette DAP sert d'ordonnance en prescription initiale, en prescription à 4 mois pour le renouvellement qui est obligatoire, premier renouvellement obligatoire, et en renouvellement annuel si jamais votre observance est insuffisante. Si l'observance est bonne, on utilise une ordonnance simple. Quelques exemples d'éléments demandés dans cette DAP, avec ici des données techniques, marque et modèle du ventilateur, pareil pour le masque, et quelques informations sur les pressions que vous demandez pour, bien sûr, avoir un système efficace. Au renouvellement, on vous demande des informations sur l'efficacité de la machine, et notamment l'index d'apnée-hypopnée sous machine. Il s'agit donc d'une donnée machine. La DEP anciennement et la DAP actuellement doivent être accompagnées d'un compte-rendu de votre enregistrement du sommeil. La DEP était envoyée à l'assurance maladie par le prescripteur, alors que la DAP est remise au patient par le prescripteur. Le patient envoie le document à l'assurance maladie, qui, elle, répond au patient. Et cette fois, le patient envoie la réponse de l'assurance maladie au prestataire. Le prestataire, lui, est en charge de recueillir l'accord du patient, et ça doit être un accord signé pour que le relevé d'observance soit transmis à l'assurance maladie, soit par télésuivi, soit par relevé des données machines sur les cartes mémoire, donc au domicile par un technicien. L'accord du patient et le fait d'accorder le relevé d'observance, mais aussi le niveau d'observance du patient, détermineront ces éléments, détermineront le forfait attribué par l'assurance maladie à partir du 4e mois. Les 4 premiers mois, c'est un forfait, c'est le forfait 9 INI pour initial, est un forfait fixe. N'oubliez pas que la prise en charge est de 60% par l'assurance maladie. Donc attention aux gens qui n'ont pas de mutuelle pour un traitement qui était dit à vie ou en tout cas qui est prescrit pour une durée prolongée. Les prestataires peuvent de temps en temps demander des sommes importantes aux patients. Voilà, j'ai fini ma présentation. Concernant les différents types de forfaits, on peut y venir sous forme de questions que vous poserez et aussi sur c'est quoi finalement une bonne observance ou une observance insuffisante. Les critères de l'assurance maladie sont très stricts. Je vous remercie. Bonjour, je suis Thierry Garban, cardiologue à Nantes. Je suis président de la commission numérique du Syndicat national des cardiologues et je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation des Journées européennes de cardiologie ainsi que le cercle Cœur et Sommeil pour cette invitation. Je vais vous parler aujourd'hui du télésuivi des patients traités par PPC et c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité actuellement dans le cadre de la pandémie grippale et je pense que cette présentation sera donc utile à beaucoup d'entre nous. En tout cas, je l'espère. Voici la liste de mes liens d'intérêt. Compte tenu du temps qui a dû être compressé du fait du caractère virtuel du congrès, je vais devoir passer vite sur un certain nombre d'éléments que vous retrouverez dans des publications que je vais vous citer. Premier élément tout à fait fondamental, en télémédecine, le consentement écrit du patient est obligatoire. Le respect de la protection des données de santé est également quelque chose qui n'est pas négociable. Pour le télésuivi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'associer
à la téléconsultation ou un peu avant la consultation un auto-questionnaire que le patient va remplir, qui va permettre d'une part d'évaluer le résultat des soins, ce que l'on appelle les PROMS, et d'autre part d'apprécier l'expérience patient, ce que l'on appelle les PREMS, que vous retrouvez dans ce tableau avec les différents items. Je vous le disais, je vais m'appuyer aujourd'hui tout particulièrement sur le travail du groupe de la SFRMS qui a publié ce texte qui est très complet et que je vous recommande chaleureusement sur le télésuivi du patient apnéique. Le télésuivi est très réglementé, avec en particulier ce texte publié dans Légifrance, vous voyez déjà en décembre 2017, et qui nous dit premièrement que le télésuivi doit faire l'objet d'une prescription par le médecin, d'une information du patient, de la mise à disposition pour le médecin et pour le patient d'une plateforme pour réaliser le télésuivi et d'un accès extranet pour le patient. Voici l'algorithme proposé par le groupe de travail de la SFRMS que vous pouvez donc proposer à votre prestataire de santé à domicile avec donc 3 alertes donc désormais classiques. Alerte en cas d'observance en dessous de 4 heures, alerte en cas de fuite au-delà des normes constructeurs, alerte également lorsque l'index d'apnée-hypopnée est supérieur ou égal à 10 par heure. Pour les fuites, voici l'algorithme que vous retrouverez dans la publication de la SFRMS. Je ne m'étends pas dessus. Pour les événements résiduels, voici également l'algorithme qui est proposé avec un focus tout particulier sur les événements centraux qui doivent faire l'objet systématique d'un appel au niveau du prescripteur, en particulier pour nos patients cardiaques. Vous le savez, ça a été publié à plusieurs reprises, la capacité des machines à distinguer les événements obstructifs et centraux est bonne, mais n'est pas parfaite. Et cela veut donc dire en pratique que l'on peut être amené, et c'est un complément essentiel à l'analyse du télésuivi, à regarder les courbes de débit, en particulier lorsqu'il y a des événements centraux. C'est un complément donc tout à fait indispensable. Lorsque l'IH débit est élevé, c'est un facteur éventuellement qui met en évidence des comorbidités, de moins bonne compliance au traitement, et cela doit être pris en charge de manière rapide. Il faut également garder en tête, et c'est un message important, qu'évidemment, le télésuivi ne dispense pas d'une consultation en présentiel, d'une réévaluation clinique quand cela est nécessaire, particulièrement en cas d'augmentation brutale de l'IAH, on peut être amené à réévaluer la situation cardiovasculaire. Les questions non résolues. Vous savez que les études randomisées sur le télésuivi au jour d'aujourd'hui sont encore négatives. Il reste donc beaucoup de travail à faire en gardant tout de même en tête que lorsque l'on regarde les patients qui ont une bonne observance supérieure à 6 heures et qui sont à haut risque cardiovasculaire, on arrive à mettre en évidence des bénéfices. Les perspectives sont d'essayer de mettre en place des systèmes de détection précoce des changements cliniques de statut de nos patients et en particulier dans l'insuffisance cardiaque congestive. Pour cela, on espère pouvoir s'appuyer sur des études prospectives multicentriques, sachant qu'il y a déjà eu des publications dans ce domaine-là
mais à ma connaissance plutôt monocentrique. On attend également beaucoup du travail sur l'association avec le télésuivi d'autres pathologies et le recours à l'analyse massive de données. Et enfin, on attend également beaucoup dans l'avenir de l'utilisation en même temps que le télésuivi d'objets connectés. Toutes ces nouvelles modalités devraient nous permettre d'optimiser dans l'avenir la prise en charge de nos patients. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Varun Sanat et aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt des objets connectés dans le suivi de patients chroniques. Alors, c'est important de le mentionner, je travaille depuis maintenant 4 ans chez Withings, donc je suis actuellement salarié, et je suis responsable de la gamme des produits sommeil, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole pour cette JESFC, puisque je dois garder un œil sur l'état de l'art. Donc, dans un premier temps, je voulais aborder avec vous les différents use cases et les différentes opportunités qui se présentent pour les objets connectés dans l'aide au suivi des patients et des médecins, donc dans le cadre de l'apnée du sommeil. Première opportunité, c'est déjà de faciliter et de permettre le dépistage et le diagnostic de l'apnée obstructive dans la population cardiaque. On sait que les deux populations sont assez liées. Et je voulais vous présenter déjà 2 approches innovantes pour demain diagnostiquer l'apnée du sommeil. Donc, le premier produit, c'est un device qui s'appelle le Sunrise. Donc, une publication qui est sortie dans JAMA l'année dernière et qui montre les belles performances de ce device. Donc, vous le voyez sur la photo ici. Il va être capable de mesurer les perturbations respiratoires de l'utilisateur en étant simplement posé au niveau du menton. Donc de belles performances et donc un appareil prometteur pour demain diagnostiquer l'apnée du sommeil. Et donc un autre appareil, c'est le Sleep Analyzer de Withings, qui lui est un capteur qui se place sous le matelas et qui va mesurer du coup les signaux audio dans la chambre, la pression sur le lit, et être capable de déduire aussi la sévérité de l'apnée chez son utilisateur. Donc là, pas de publication par contre, mais c'est une publication qui est en cours, donc je vous ai mis un graphe de performance sur la slide ici présent. Ensuite, dans la suite logique du parcours patient, on a des devices qui peuvent aider à titrer le traitement de l'apnée du sommeil. Donc il y a beaucoup d'alternatives au traitement par PPC. Je pense notamment aux orthèses ou les approches innovantes comme le capteur Inspire Sleep, qui est un stimulateur des muscles des voies aériennes, donc qui se place sous la clavicule. Et donc ce type de traitement est assez innovant, présente certains avantages, notamment en termes d'observance, mais non pas la feedback loop, l'AHI résiduelle que pourraient avoir les machines PPC, qui permettrait de titrer correctement le traitement. Et alors là, il y a une étude qui est en cours, donc je vous ai mis le numéro Clinical Trials, qui cherche à voir comment est-ce que grâce à des objets connectés, comme par exemple le Ectosense, qui est un petit capteur qui se met au doigt, qui mesure l'oxymétrie et un tas d'autres paramètres physiologiques, on va pouvoir titrer dans les premières semaines et les premiers mois d'utilisation le traitement. En parallèle de ce type de traitement, on a le standard aujourd'hui, ou du moins le traitement le plus répandu, qui est la PPC. Là encore, avec les objets connectés, on va pouvoir améliorer le traitement en aidant à corriger l'observance de certains patients. Donc on sait que la CPAP peut être dure à porter pour quelques personnes, notamment les personnes asymptomatiques, qu'on peut avoir du mal à motiver. Et donc là, 2 approches, celle de fournir plus de data aux médecins et aux PSAD. Donc demain, on pourrait imaginer de nouvelles métriques à la maison. Donc c'est déjà le cas. On a une étude qui a été publiée dans Sleep 2020 qui montre que le bandeau Dream permet de mesurer à la maison
de manière assez efficace le temps endormi. Et donc, on peut imaginer demain donc corrélation entre le temps endormi et le temps de port de la machine PPC pour avoir un coaching, on va dire, plus pertinent. Et en parallèle de cette approche-là, on pourrait avoir du patient empowerment. Donc, dès aujourd'hui, on peut déjà mesurer son AHI nuit après nuit et voir l'évolution de son AHI en fonction du port ou du non-port du traitement dans l'application Healthmate. Le but ici, c'est, grâce à la donnée personnelle, vraiment engager l'utilisateur, le responsabiliser, et avec une approche éducative, venir démystifier ce qu'est l'apnée du sommeil et voilà, montrer vraiment quel est l'impact du traitement par PPC. Et donc, en parallèle suite au traitement, il y a sur le plus long terme le suivi du patient par le médecin. Et là, pas mal d'opportunités aussi. Donc j'ai mis 3 produits qui sont assez emblématiques des use cases qui sont cités. À commencer par le BPM Core. Donc c'est un tensiomètre qui, à la maison, va pouvoir mesurer la pression artérielle sur le long terme, mais aussi dépister la FA et les valvulopathies grâce à un capteur ECG et un stéthoscope numérique. Et des algorithmes qui permettent de dépister ces maladies. On a aussi les balances connectées qui permettent d'avoir une vue plus globale du patient. Donc c'est déjà le cas et je pense que l'utilisation va augmenter de ces objets connectés, enfin des balances en tout cas dans le suivi de l'apnée dans les années qui suivent. Et ensuite, le troisième use case, c'est pouvoir garder le contact avec le patient au fil des années et au fil du traitement. Donc on a des objets connectés comme la ScanWatch qui permettent de faire des mesures à la maison et via l'application, envoyer un rapport PDF à son médecin pour pouvoir l'aider à la prise de décision et orienter le traitement. Donc, on voit ici pas mal d'opportunités et surtout des points en commun dans toutes ces technologies-là. Donc, assez rapidement, les points en commun, c'est une grande usabilité. Donc, vous connaissez l'Apple Watch et son capteur de CG. Une grande usabilité qui permet une belle intégration dans le quotidien des patients et qui donne envie d'être utilisé et emporté un peu partout. On voit aussi l'usage de paramètres vitaux de second plan qui, couplés avec du machine learning, permettent de fournir des biomarqueurs vraiment pertinents pour les médecins. Donc, je reprends les exemples du Sleep Analyzer et du Sunrise. Ni l'un ni l'autre ne mesure le SpO2 ou le débit respiratoire, mais pourtant arrive à estimer la sévérité de l'apnée. Donc, j'ai mis un petit exemple sur le côté. Et enfin, de grande force, c'est que les objets connectés deviennent de plus en plus des dispositifs médicaux qui sont marqués CE médical. Et on voit qu'il y a de l'évidence clinique qui est en cours de construction. Et donc ça, ce sont des évolutions vraiment encourageantes. Et je vous invite à suivre dans les semaines et les mois à venir du coup, les innovations pour le suivi des patients chroniques via les objets connectés. Merci pour votre attention.